Pour ce deuxième webinaire en fait du GRESM, le GRESM, c'est le groupe de réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale. C'est une communauté de pratique de la NFE euh, qui sont évidemment portés par des ergothérapeutes, mais l'idée de ces webinaires, c'est vraiment de s'ouvrir à tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que on voulait vous informer qu'ils seront enregistrés et qu'ils seront visionnables sur la chaîne YouTube de la NFE et ils seront disponibles, enfin vous pourrez aller les voir aussi sur le site de la NFE dans l'onglet communauté de pratique GRESM. Et là vous avez en fait le webinaire de Gaël de la dernière fois, il y aura celui-là dans quelques jours. Voilà, donc vous prévenir en tout cas que c'est enregistré, donc si vous voulez couper vos caméras, c'est encore possible. Euh, donc ces webinaires, c'est Muriel et moi-même qui coordonnons un petit peu ce projet, mais ouais, il s'est porté par l'ensemble du GRESM. C'est tous les 2 mois. Là, il va y avoir une petite pause, hein. Le prochain, ce sera à fin septembre. Et vous êtes informés de ces webinaires en nous suivant sur les réseaux sociaux et peut-être aussi parce que vous recevez la newsletter soit en tant que membre du GRESM, soit en tant qu'ami du GRESM. Voilà. Mais en tout cas, si vous nous suivez sur LinkedIn ou Facebook, vous avez les infos. Euh, Ce que je propose avant de laisser la parole à Tasmine, c'est vous proposer de couper vos micros. Et on va laisser Tasmine nous présenter en fait son propos. Et puis quand elle aura terminé, il y aura bien sûr un temps d'échange où on pourra échanger, poser toutes les questions, enfin, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, il y a possibilité aussi de poser vos questions dans le fil en cours de présentation. Et donc on accueille Tasnim ce soir qui va nous parler d'intervention précoce. Donc on te laisse la parole Merci et Florence et merci en tout merci cas Muriel. aussi. Merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ce petit webinaire. J'ai déjà fait partie du GRESM auparavant et là c'est chouette de revenir en intervenant, en me présentant et partageant un peu ma pratique. Donc je me présente, je suis Catherine Péchurier, je suis ergothérapeute au sein du service PEPS Provision, qui est un dispositif d'intervention précoce en psychiatrie au sein de l'hôpital Vinatier à Lyon. L'idée aujourd'hui, c'est que je puisse vous présenter un peu la place de l'ergothérapie dans l'intervention précoce, dans l'accompagnement des jeunes qui présentent euh, soit un premier épisode psychotique, ou alors qu'on identifie comme des patients ou des jeunes avec un haut risque de transition psychotique. Ah, ça va trop vite. Du coup, je vais vous présenter, on va faire un peu le contexte de l'intervention précoce en psychiatrie, donc ça commence un peu de théorie. Le rôle de l'ergothérapie dans ce contexte, quels sont les axes d'évaluation, quels sont les axes d'intervention, et puis une petite ligne clinique pour que tout soit un peu plus concret. Donc, je travaille dans le service, comme tu disais, PEPS Covid. Euh, PEPS, c'est le premier épisode psychotique, donc c'est les jeunes entre l'âge de 18-35 ans. Et Covid jeune, c'est consultation vulnérable jeune. Donc, ce sont des jeunes à ultra haut risque, UHR, ou cliniquement à haut risque de transition psychotique. Donc, ça, c'est la tranche d'âge, c'est entre 16 et 25 ans. Donc, en fonction de la filière où ils seront accompagnés soit sur 2 ans, soit sur 3 ans. Chaque jeune va bénéficier d'un accompagnement individualisé coordonné par un case manager. Donc, le case manager va être soit un infirmier, soit un éducateur spécialisé, en lien avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a des médecins psychiatres, la case de santé, ici la seule ergo. Il y a 2 neuropsychologues, il y a une psychologue spécialisée en CCC, assistante sociale, infirmière en pratique avancée et pédagogue. Donc, l'objectif de ces dispositifs, c'est de faciliter l'accès aux soins, soutenir l'autonomie et accompagner le rétablissement dans un cadre bienveillant, coordonné et un peu user-friendly. Il me semble que des établissements comme ça, des accompagnements comme ça, il y en a environ une douzaine en France, douzaine de structures du côté adulte et je pense qu'il y en a aussi du côté ado, mais je connais un petit peu moins de ce côté-là. Je m'excuse, Euh, Tassim.
Je m'excuse, Tasnim. Au niveau du son, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu pourrais parler peut-être, c'est assez variable, donc essaye de te rapprocher ou peut-être, oui, peut-être même de couper ta caméra pour utiliser moins de bande passante. Ok. Merci. Alors, est-ce que c'est mieux? Allô? Continue, on va voir. Ok. Euh, donc, comment est-ce qu'on définit si un jeune va aller en co-jeune ou à PEPS? Donc, c'est un peu ce chemin qui est une approche transdiagnostique par des stades de la santé mentale qui va nous aider un peu à comprendre comment est-ce que ces stades sont définis. Donc, en fait, dans l'équipe, concrètement, c'est le médecin psychiatre qui va faire un CARM, une évaluation qui va permettre de, de dire à quel stade est le jeune. Donc, on part du principe que les troubles psychiatriques ne surviennent pas brutalement, mais s'installent d'une manière progressive, comme d'autres troubles somatiques. Donc, ce modèle ici est basé sur les travaux de Patrick McGorry et Suzanne Foley, qui décrit plusieurs stades d'évolution. Le stade 0 correspond à une phase asymptomatique, mais dans un contexte de vulnérabilité ou de facteurs qui sont, il y a des facteurs de risque. Le stade A1 correspond à une souffrance psychique diffuse, encore peu structurée. Et le stade 1B, c'est celui qui nous intéresse, est un état qui est quand même assez clé dans ce modèle-là. Et on voit des symptômes qui sont peu spécifiques, mais un peu plus marqués, comme de la détresse, de l'anémie ou de l'isolement. On part Donc, ici. excuse-moi, Tasnim, c'est toujours compliqué. Est-ce que tu peux parler plus fort près de ton micro? Parce que je pense que quand si tu lis des notes, tu baisses un peu la tête et tout, et on n'entend plus à ce moment-là. Donc, essaye de te rapprocher de ton micro et de parler plus fort. Ok, je vais expliquer. Donc, on parle aussi des tableaux précoces, mais non, encore pas de diagnostic. Il n'y a aucun diagnostic qui est posé au stade 1B. Après, il y a le stade, ensuite surviennent les stades 2 à 4. Donc là, on va commencer à poser un diagnostic. Il y a des troubles, il y a les troubles qui sont plus importants. Et le stade 2, allô? Le stade 2, c'est le stade de PEP, donc la première épisode psychotique. Et ensuite, s'il y a des rechutes ou une résistance au traitement, Mathilde, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je cherche comment faire, je veux bien, mais j'ai un problème avec le logiciel. J'essaye. Merci beaucoup. pardon, je suis un petit peu perturbée, complètement perdue. Donc, je vais vous expliquer que le stade 2, c'est le stade de PEP, le premier épisode psychotique. Et ensuite, il y a les autres stades dans le cas où il y a des rechutes et, et aussi les résistances au traitement. Alors, à gauche, on voit la petite flèche qui indique que plus les stades avancent, plus les symptômes deviennent spécifiques. Le handicap associé devient plus important. L'intérêt de ce modèle, c'est de permettre une intervention ciblée, une intervention précoce, notamment autour du stade 1B, avant l'apparition d'un trouble constitué comme la schizophrénie ou un trouble bipolaire. Donc ici, on arrive à distinguer deux grands niveaux d'intervention. Il y a toute l'intervention précoce, la prévention qui va se faire entre stade 1 et stade 1A. Euh, et ensuite, il y a l'intervention précoce qui va se faire sur le stade 1, 1B et 2. Donc, cette approche diagnostic permet ainsi de ne pas attendre qu'un diagnostic formel soit posé pour agir et donc de mieux accompagner les jeunes en souffrance psychique ou un risque de décompensation. L'intention plutôt, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est présent ici depuis 40 ans et du coup, ce slide met un peu en lumière l'arrivée de l'intervention précoce.
Dans les années 70 encore, la psychiatrie était largement centrée sur les soins hospitaliers de longue durée, souvent en institution. On intervenait tardivement une fois que les troubles étaient déjà bien installés, avec peu de perspectives de rétablissement. Un tournant majeur survient dans les années 80, notamment avec les travaux de Patrick McGorry en Australie. Donc en 1984, il va créer une petite unité à Melbourne, à Austin Hospital, qui deviendra le point de départ de la réflexion sur l'importance d'agir tôt avec avant la chronicisation des troubles. Donc, ces travaux vont se poursuivre et en 1992, il va y avoir un nouveau programme qui s'appelle Early Psychosis Prevention and Intervention Center, qui servira de modèle international pour les services d'intervention précoce dans les troubles psychotiques. Donc aujourd'hui, les services d'intervention précoce en France suivent également ce modèle-là. Et en 2002, du coup, là où initialement c'était vraiment autour de la psychose, en 2002, ils vont ouvrir un peu plus et ça va être pour les personnes avec, du coup, les personnes CHR, les jeunes qui sont cliniquement à risque, les jeunes qui présentent des troubles de l'humeur ou encore des personnalités émergentes, des troubles de la personnalité émergente. Donc aujourd'hui, tout ce travail est porté par l'organisme Origène, qui est un centre de référence en santé mentale des jeunes en Australie et qui continue d'innover en matière de prévention, de détection précoce et de soins adaptés à cette population. L'intervention précoce est donc pas donc une révolution qui arrive progressivement et très tardivement en France. Encore, si on revient un peu sur ce qu'a fait Patrick McGorry en Tasnim, excuse-moi, mais il faut vraiment que tu parles plus fort et vraiment près de ton micro. Parce que je pense qu'il y a des moments où tu dois regarder ailleurs et ta voix baisse à ce moment-là et c'est compliqué. Ok. En 2006, la création du réseau Headspace en Australie. Headspace est un modèle innovant de centre dédié à la santé mentale des jeunes, mais pas seulement. Comme on voit un peu sur les photos, sur la photo en haut à droite, ces centres offrent, un lieu qui est chaleureux, qui est accueillant et qui est pas stigmatisant. Ces centres offrent des services dans 4 domaines principaux: la santé mentale, la santé physique et sexuelle, l'orientation professionnelle, sociale et éducative, la prévention des addictions. On est donc dans une logique, d'accompagnement holistique pensé pour s'adapter aux besoins des jeunes dans leur quotidien. Ce modèle a tellement fait de preuves qu'il a inspiré de nombreux autres pays et il est soutenu par l'International Association of Youth Mental Health qui va promouvoir cette approche au niveau mondial. Donc, ces travaux continuent encore, mais aujourd'hui en Australie, il y a plus d'une centaine de centres comme ça. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur l'idée de l'intervention précoce et pourquoi faire l'intervention précoce? Ce graphique nous illustre l'incidence des troubles du santé selon l'âge, toutes pathologies confondues. Ce qu'on observe très clairement, c'est que les troubles mentaux, représentés ici par la bande jaune, atteignent leur pic maximal d'incidence à l'adolescence et au début de l'âge adulte, soit environ 15 et 25 ans. C'est la période où ils sont les plus fréquents comparativement à toutes les autres périodes de la vie. C'est aussi cette période où le cerveau il est encore en cours de développement, il est encore à la fois plastique mais aussi très vulnérable. On parle souvent d'un cerveau instable et en pleine réorganisation, notamment au niveau des circuits émotionnels et de la régulation du stress. C'est la période où il y a une hausse importante des troubles tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de comportement, les troubles de l'alimentation ou encore les troubles psychotiques précoces. Donc, ça justifie pleinement l'importance de mettre en place une intervention précoce afin de détecter et prendre en charge rapidement ces troubles. L'objectif étant bien sûr de limiter leur impact sur le développement personnel, social, scolaire ou professionnel des jeunes. On parle d'un fonctionnement normal qui peut progressivement se détériorer.
La première étape est celle de l'état de vulnérabilité, souvent invisible, mais où des facteurs de risque génétiques, environnementaux, sociaux commencent à interagir. Vient ensuite la phase prodromique, marquée par les symptômes atténués non spécifiques encore. Donc les troubles de sommeil, isolement social, baisse de la motivation, difficultés scolaires ou professionnelles. Cette phase est essentielle car elle procède généralement le premier épisode psychotique. C'est là que l'intervention précoce peut avoir le plus d'impact. Le premier épisode psychotique constitue une rupture. Les symptômes deviennent plus nets, plus envahissants, des idées délirantes, hallucinations, désorganisation. C'est souvent à ce stade que le diagnostic est posé et que l'hospitalisation survient ou le traitement va être mis en place. Enfin, sans intervention adaptée, on rentre dans la phase dite chronique de la maladie avec des rechutes fréquentes et un retentissement important sur le fonctionnement global de la personne. Le modèle montre à quel point il est crucial d'intervenir le plus tôt possible, idéalement dès les premières, pour modifier le cours de la maladie, prévenir les hospitalisations et améliorer la qualité de vie sur long terme. Quels sont les enjeux quand on intervient plus tôt? Agir plus tôt peut avoir un impact majeur sur l'évolution de la maladie et de la qualité de vie du patient. Le premier enjeu est de réduire le taux de transition vers un trouble psychotique avéré. Des études montrent que l'absence d'intervention, environ 30% des personnes à risque développent un trouble psychotique dans les 3 premières années. L'intervention précoce permet de casser cette trajectoire. Deuxièmement, l'idée, c'est de réduire la DUP. La DUP, c'est la durée de psychose non traitée. Plus cette durée est longue, plus le pronostic est défavorable. En agissant rapidement, on raccourcit cette période et on améliore les chances de rémission. L'un des objectifs clés est de favoriser un rétablissement fonctionnel. Cela signifie non seulement une réduction des symptômes, mais aussi une amélioration de la capacité à mener une vie autonome, à travailler et à entretenir des relations. Une intervention précoce permet aussi d'éviter des ruptures dans le parcours scolaire ou professionnel. On travaille avec les jeunes pour les aider à maintenir ou retrouver une dynamique d'insertion. Enfin, agir tôt, c'est aussi prévenir des risques graves comme le suicide ou la consommation de substances psychoactives qui sont souvent des moyens pour gérer une souffrance psychique mal en prise. En résumé, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que l'intervention précoce est un levier essentiel non seulement pour prévenir la survenue d'un trouble psychotique, mais aussi pour limiter les conséquences personnelles, sociales, médicales à long terme. Elle s'appuie sur un repérage fin, une évaluation rapide et une prise en charge adaptée. Pourquoi l'ergo et c'est quoi la place de l'ergo pour l'intervention précoce? Ici, du coup, je vous partage une revue de la littérature. L'idée initiale de cette revue, c'était de faire un méta-analyse sur les recherches qui existent déjà, où l'ergo est intervenu en intervention précoce. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Et du coup, finalement, cette revue nous donne des bonnes pratiques qui fonctionnent pour les adultes, pour les jeunes adultes. Donc, cette revue de littérature identifie 4 interventions efficaces pour améliorer et maintenir la performance occupationnelle chez les adolescents et les jeunes adultes qui sont soit au risque, soit ont vécu un premier épisode psychotique. La première étant la rémédiation cognitive. Donc, des études montrent des preuves qui sont modérément en faveur de rémédiation cognitive. Ça permet d'améliorer les fonctions cognitives, en effet, l'estime de soi, les fonctions neurocognitives et cognition sociale. Ce sont des exercices qui sont souvent basés sur papier-crayon ou les exercices informatisés. Mais on a encore des doutes sur des effets que ça peut avoir sur du long moyen terme et sur les difficultés sur le transfert de ces acquis qu'on a dans les séances de rémédiation cognitive, dans les activités concrètes de la vie quotidienne. La deuxième chose qui a été retenue, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, les études montrent toujours des preuves modérées soutiennent l'efficacité de la TCC.
dans l'amélioration du fonctionnement global, la réduction des symptômes, la prévention et la conversion vers la psychose chez les jeunes à haut risque avec un POC. Les résultats sont plus contrastés pour les jeunes avec dépression, notamment en ce qui concerne les effets et le maintien à long terme. Les effets forts des profs forts soutiennent l'accompagnement dans l'emploi et l'éducation accompagnée avec l'approche de IPS, donc c'est l'Individual Placement and Support, pour les jeunes avec un PEP, qui augmente significativement les taux d'emploi et la poursuite des études. Et la dernière chose que nous donne cette revue, c'est la psychoéducation familiale. Donc, chaque étude apporte des preuves fortes que la psychoéducation familiale réduit les symptômes, les taux de rechute et améliore le fonctionnement social et professionnel. Les effets positifs incluent une meilleure communication familiale, une diminution des hospitalisations et une amélioration de la qualité de vie. Donc, l'idée de cette revue, c'est que les ergothérapeutes, puis celles qui travaillent en intervention précoce, puissent s'inspirer de ces différentes techniques qui fonctionnent bien, qui montrent des preuves dans leur accompagnement quotidien. Au-delà de ça, les ergothérapeutes, avec leur expertise en santé mentale et en développement humain, apportent une contribution qui est précieuse aux équipes d'intervention précoce grâce à notre approche qui est centrée sur le fonctionnement à travers l'engagement occupationnel. Donc, cette revue nous offre des pratiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Là, je vais vous parler un peu plus en détail du coup de ce que je fais, comment est-ce que moi j'interviens auprès de ces jeunes-là. Donc, mon rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est d'évaluer, d'intervenir et d'accompagner les jeunes avec le but de favoriser un retour à une vie active. Concrètement, l'idée, c'est d'agir sur plusieurs plans. Le fonctionnement du quotidien, les activités significatives, donc les études, le travail, les relations, les compétences cognitives et sociales, l'environnement global du jeune. L'approche reste très globale, personnalisée et orientée vers le rétablissement. Donc, je commence toujours par comprendre où se situe le jeune dans ses activités de la vie quotidienne. Par rapport à ses études, son travail, ses relations sociales, les soins personnels. À ce moment, j'évalue également les facteurs personnels, la motivation, l'estime de soi, les facteurs environnementaux, donc la famille, le soutien familial, les amis, le logement, les symptômes positifs, négatifs ou les symptômes cognitifs. Et pour cette partie de l'évaluation, ça dure entre 1 à 3 séances en fonction de comment est-ce que le jeune va être informatif. Et sur ce moment-là, je peux utiliser les différentes sortes de bilans qui viennent de MOOC, de MCRO, de POS, OTIOP et l'ADEB assez rarement, mais ce sont des deux outils que je vais utiliser pour des jeunes qui ont un peu plus de difficulté à élaborer son support. Et c'est souvent des jeunes qui sont alcool-jeunes, donc c'est des jeunes qui ont un haut risque de transition. Et souvent, c'est une population où les TND sont beaucoup plus présentes. On a souvent des jeunes avec un TSA également. Donc, les outils visuels fonctionnent plutôt pas mal avec ces jeunes-là. Une fois que j'ai fini cette première phase d'évaluation, dans un deuxième temps, si besoin, si le jeune est d'accord aussi et si c'est pas très infantilisant pour le jeune, je fais ce que j'appelle une évaluation fonctionnelle. L'idée de cette évaluation fonctionnelle, c'est de voir concrètement comment est-ce que ce jeune va mobiliser ses compétences cognitives pour effectuer les différentes tâches de la vie quotidienne en lien avec la performance occupationnelle. Souvent, les collègues neuropsy font une évaluation assez complète qui nous donne un profil cognitif assez éclairé, mais on remarque assez régulièrement que ça ne coïncide pas avec les symptômes et les plaintes du patient. Soit le patient n'a aucune plainte, mais du coup, le bilan cognitif, le BNP met en évidence des difficultés. Ou alors, le jeune a plein de plaintes, mais le BNP ne montre pas ses difficultés.
Donc, quand on fait une évaluation fonctionnelle, ça permet vraiment de voir quelles sont les difficultés et quel est l'impact de ces difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Donc, pour faire ça, j'utilise différentes sortes de bilans, encore une fois. Il y a le Kitchen Task Assessment, l'évaluation des fonctions exécutives en ergothérapie, test de la bouilloire, le test des errances multiples. Et quand tout ça n'est pas possible, on prend une activité de la vie quotidienne dans laquelle le jeune il est à l'aise, dans un environnement qui est à l'aise, et je vais pouvoir m'appuyer sur le PRPP. C'est Perceive, Recall, Plan and Perform, qui va me permettre le PRPP, c'est une grille d'analyse qui est assez géniale, je trouve, parce que ça permet d'analyser n'importe quelle activité de la vie quotidienne et avoir un retour qui est quand même assez autant quantitatif que qualitatif. Et si ça fonctionne pas encore de faire quelque chose dans le quotidien, bon, on va faire des choses plus papier-crayon, mais qui sont un peu plus écologiques, donc le livre de vérification des compétences ou la tour d'année. Il m'arrive également occasionnellement de faire des bilans qui vont aider au diagnostic. Et du coup, comme je vous disais que les jeunes avec un CHR et même les jeunes avec un PEP, la première épisode psychotique en soi n'est pas un diagnostic, c'est quelque chose de transitoire. Donc, si jamais il y a un diagnostic qui doit être posé, dans notre service, on fait des évaluations complémentaires. Du coup, je peux être amenée à faire un profil sensoriel quand on se penche vers un diagnostic de TSA ou une Vineland quand on n'a pas trop d'informations sur l'autonomie que le jeune a dans son quotidien. Je me suis dernièrement également formée au dépistage de TDAH et les évaluations fonctionnelles qui peut se faire également en amont ou après un traitement pour voir si le traitement est efficace. C'est souvent le traitement de TDAH qui est mis en place et du coup les médecins demandent d'avoir une évaluation fonctionnelle pour voir si le méthylphénidate a un impact en soi sur le fonctionnement du jeune. Passons à l'intervention. Du coup, une des indications principales pour moi qui est faite par que ce soit par les collective managers ou les médecins psychiatres, c'est la question de l'équilibre occupationnel. L'objectif principal ici, c'est de favoriser l'engagement du jeune dans des occupations significatives, c'est-à-dire des occupations qui ont un sens pour lui, qui soutiennent son bien-être global. Pour cela, j'utilise différents moyens. Donc, l'entretien motivationnel pour renforcer sa motivation, son engagement, l'exploration de ses intérêts personnels pour identifier ce qui le motive vraiment, la définition des projets de vie ensemble qui sont adaptés à ses valeurs et à ses capacités. Un exemple concret d'outil que j'utilise, c'est la balance motivationnelle que j'ai eu l'occasion de créer avec la collègue neuropsychologue que je travaille. Donc, cette balance motivationnelle va nous permettre de verbaliser l'effort et les récompenses qui sont liées à la réalisation d'une tâche ou d'une activité. Et ensuite, les efforts et les récompenses, du coup, à court terme et à moyen terme. Et du coup, derrière, ça nous permet de travailler soit sur la diminution des efforts en mettant en place des différentes stratégies, soit se projeter un peu plus dans le temps des choses qui sont difficiles pour ces jeunes pour pouvoir identifier les récompenses. J'utilise également cette petite infographie que vous voyez sur le slide, que j'ai pu également adapter par une autre infographie que j'avais vue pour la pédiatrie. Donc, l'idée, c'est que cette grille permet d'aider les jeunes à verbaliser toutes les différentes activités par lesquelles ils sont concernés, que ce soit les tâches domestiques, le sommeil, les relations sociales, l'éducation, le travail, autant de domaines à équilibrer pour favoriser une participation satisfaisante et durable. Un deuxième axe de travail pour lequel je suis souvent sollicitée, c'est l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne. Il s'agit ici d'aider les jeunes à gagner en autonomie dans les gestes du quotidien, parfois qui sont mis à mal par les troubles psychiques ou alors le contexte de rupture. On travaille sur plusieurs dimensions en fonction de leurs besoins. L'autonomie personnelle comme l'hygiène,
l'habillage ou la gestion du sommeil. La gestion domestique et alimentaire, par exemple apprendre à faire les courses, à cuisiner, à entretenir un logement. La gestion de la santé, qui peut inclure une prise de traitement, la reconnaissance des signes d'alerte ou encore l'accès aux soins. La gestion financière et administrative, avec un accompagnement par la budgétisation, la gestion des papiers, les démarches en ligne, l'utilisation de l'outil numérique, la structuration du temps des routines pour trouver un rythme quotidien stable, souvent perturbé par l'isolement ou l'anxiété. Et enfin, la mobilité et les déplacements essentiels pour accéder aux soins, aux études, aux loisirs et au travail. Ces compétences sont abordées en fonction des besoins de chaque jeune, avec des supports qui sont concrets, des mises en situation, voire des sorties pour les accompagner si ils en ont besoin et s'ils sont OK avec. Un troisième axe, ça sera le soutien à l'insertion socio-professionnelle. L'objectif ici, c'est de favoriser la reprise d'un rôle actif dans la société. Cela peut passer par un retour vers le travail, la reprise des études, l'engagement dans un bénévolat, ou encore retourner vers le sport ou les formations qui sont qualifiantes. Donc ces démarches ne sont pas seulement professionnelles, mais elles sont aussi symboliques. Elles permettent aux jeunes de se sentir un nouveau acteur de sa vie. Mais cette reprise n'est pas toujours évidente, car il y a de nombreux freins qui sont liés aux troubles psychiques qui peuvent apparaître. Les symptômes qui sont encore présents, l'anxiété face aux interactions sociales, la fatigue chronique, la baisse une baisse d'estime de soi. En tant qu'ergo, l'idée, c'est de les accompagner les jeunes à identifier ces obstacles et ensuite mettre en place des stratégies petit à petit pour dépasser ces obstacles. Je travaille également les capacités fonctionnelles, sociales et occupationnelles. Cela peut passer par des simulations d'entretien d'embauche, par exemple, du travail sur les habiletés sociales, ou encore la recherche des stages, des activités qui vont être préparatoires et adaptées pour une reprise de rythme progressif. Un autre aspect important pour moi, c'est aussi l'aménagement de l'environnement. Par exemple, proposer des horaires qui peuvent être aménagés, sensibiliser les encadrants, mettre en place un accompagnement dans les établissements scolaires ou professionnels. Enfin, il est essentiel de soutenir la motivation du jeune et son autonomie. En tant qu'ergo en psychiatrie, pour moi, il est très important d'agir sur l'environnement du jeune également. Donc, le rôle n'est pas seulement d'agir sur ses capacités individuelles, mais aussi sur ce qui entoure pour lever les obstacles à sa participation et l'aider à s'approprier son quotidien. Quand je parle d'environnement, je parle au sens très large. C'est pas juste un aménagement physique. D'abord, il y a l'environnement physique, donc les lieux de soins, les espaces publics, les lieux de formation au travail. J'interviens parfois, par exemple, avec le jeune, on va travailler sur la création d'un point calme ou sensoriel ou juste une petite couche sensorielle qui va le permettre aux jeunes de mieux gérer les différentes stimulations dans la journée. Ensuite, il y a aussi l'environnement social, donc les personnes, les relations avec les pairs, les proches, les professionnels. Je peux accompagner les jeunes à améliorer ses compétences sociales, par exemple en travaillant l'aisance dans les échanges ou la gestion des conflits, avec afin de renforcer ses liens et son intégration. Il y a aussi un volet souvent qui est invisible, mais tout aussi important, c'est l'environnement organisationnel. Les horaires trop rigides, les règles peu souples sont souvent des freins pour certains jeunes. Dans ce cas-là, je peux proposer des ajustements dans le rythme ou les modalités et on travailler en équipe, que ce soit l'équipe pluridisciplinaire dans laquelle moi je travaille ou l'équipe des autres structures. Donc tout ça pour le but de favoriser la vision du jeune pour une reprise d'activité, une reprise d'un rôle plus actif. Enfin, je tiens compte de l'environnement culturel et symbolique, c'est-à-dire les croyances, les représentations, des normes sociaux
auxquels la personne est exposée. Une bonne partie des jeunes, surtout du côté PEP, donc ceux qui ont eu un premier épisode psychotique dans notre service, ont un parcours migratoire. Donc souvent, ils ont une culture qui est différente. Ils ne parlent pas forcément la même langue. Ils comprennent pas les codes sociaux en France. Et du coup, l'idée, c'est aussi de prendre en compte tous ces petits détails du jeune et lui proposer quelque chose qui va être adapté à tout ça. On rend compte ses contraintes, pas forcément des contraintes, mais ses croyances religieuses qui vont parfois l'empêcher à participer dans certaines choses. Mais du coup, comment est-ce qu'on rend ces cadres horaires souples? Comment est-ce qu'on rend certaines choses plus adaptées pour qu'ils puissent quand même s'intégrer pleinement dans la vie, autant en France, autant dans la vie d'un jeune adulte. Il y a pardon, certaines interventions que je fais d'une manière plutôt ponctuelle. Donc, c'est de la rémédiation cognitive. L'objectif ici est d'améliorer les fonctions cognitives du jeune, non pas de manière abstraite, de manière très papier-crayon, mais d'une optique très concrète, celle de soutenir sa performance dans les activités de la vie quotidienne. Ce que je remarque souvent chez les jeunes que j'accompagne, ce sont des difficultés d'attention, de mémoire du travail, d'organisation ou encore la flexibilité mentale. Ces troubles ont un impact direct sur leur routine, leurs relations, leurs études ou leur autonomie. Pour y répondre, je mets en place des exercices qui sont ciblés, adaptés à des capacités et aux intérêts de la personne. Cela peut prendre plusieurs formes. Des exercices papier-crayon, des jeux numériques, des mises en situation concrètes comme planifier une sortie ou faire une liste de courses, ou encore des jeux de société qui peuvent travailler la mémoire, la prise de décision, tout en restant très ludiques. Ce qui est essentiel, c'est le transfert des compétences vers les activités de la vie quotidienne. On ne travaille pas pour travailler, mais on travaille vraiment pour que le jeune gagne en efficacité dans sa vie réelle. Aller vers les cours, aller en cours, faire ses démarches, gérer son emploi du temps. Un programme de rémédiation cognitive que j'aime bien et que je trouve est assez adapté pour ces jeunes-là, c'est le programme d'Elisabeth Twomley. Il se fait sur 12 séances. C'est un programme très concret. C'est un peu plus un programme de rémédiation cognitive, mais du côté compensatrice et pas restauratrice. Et c'est quelque chose qui, dès la première séance, va donner un outil concret aux jeunes et qui va travailler vraiment une stratégie qu'on a vue en séance, où et comment est-ce que je peux l'appliquer chez moi? En quoi ça va me servir? Comment est-ce que ça va améliorer? Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien avec les jeunes, contrairement à certains d'autres programmes de rémédiation cognitive qui peuvent être longs, euh, parfois papier crayon ou même les exercices sur l'ordi. Les jeunes sont bien plus forts aujourd'hui sur les exercices sur l'ordinateur. Et du coup, c'est plus difficile de voir en quoi ça va m'aider dans le quotidien. L'un des volets que j'aborde très régulièrement avec les jeunes, peu importe l'indication initiale, c'est celui de gestion du stress et de l'organisation de cette gestion dans le quotidien. Souvent, les troubles psychiques, quelle que soit la phase aiguë, stabilisée, viennent perturber la régulation émotionnelle, la qualité du sommeil, le rythme de vie, voire même la perception du temps. Donc, mon objectif ici, c'est donc d'aider la personne à retrouver un équilibre. Je commence généralement par mettre en place avec la personne une routine de bien-être adaptée à ses besoins, à ses rythmes naturels et ses capacités du moment. Ça peut inclure des temps de relaxation ou de respiration simple à intégrer dans le quotidien, des outils de gestion du temps, comme un planning visuel ou des rappels numériques, des outils de la gestion de l'énergie, apprendre à reconnaître des signaux d'alerte, éviter le surménage, s'autoriser à se reposer sans forcément culpabiliser. Ce sont des ajustements modestes, je trouve, mais parfois qui ont un impact assez énorme sur leur autonomie, la stabilité et la qualité de vie du jeune. Et surtout, ça redonne une sens de contrôle dans un quotidien qui est souvent vécu comme chaotique et flou. Pour terminer, du coup, je vous présente une petite vignette clinique d'un jeune Raphaël, jeune homme de 26 ans,
qui est actuellement suivi dans le cadre d'un premier épisode psychotique. Donc, Raphaël, il vit à domicile, dans son domicile familial et passe la majorité de son temps replié dans sa chambre. Son parcours est marqué par deux événements traumatiques. Un premier épisode, un premier accident de la voie publique euh, en 2019. À ce moment, il était conducteur. Il a eu une fracture complexe de l'humérus droit et une atteinte nerveuse au niveau de la nerf radiale. Il a plutôt bien récupéré au bout d'un an. Il va avoir un deuxième accident en 2021, il me semble, en tant que passager. Et c'était une période où il consommait pas mal de cannabis et de protoxyde d'azote. C'est ce deuxième accident, lendemain de ce deuxième accident, du coup, Raphaël décrit l'apparition des sensations étranges, des hallucinations auditives, une sensation de paralysie, de ne plus pouvoir bouger. Donc, pour éviter toutes ces sensations, pour rester un peu dans sa petite bulle, il s'isole progressivement pendant presque 3 ans. Donc, la durée du chez ce jeune, c'est de 3 ans et de 3 ans. Il en parle à sa famille. La famille est un peu carencée, donc les parents ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Et au bout de 3 ans, quand la mère insiste un peu, le jeune finit par dire comment il se sent. Et c'est à ce moment-là où le jeune est adressé à notre service. Donc, ce que présente Raphaël aujourd'hui, c'est un isolement social massif, des troubles anxieux marqués, dont les individus, en interaction sociale, ainsi que les sensations de paralysie corporelle transitoire dans des situations de stress ou de surcharge cognitive. Il a également une très faible estime de lui-même, avec des difficultés à trouver ses mots, à suivre une conversation, ce qui renforce son évitement. Il confond parfois des mots très simples. Par exemple, les connaissances du sens social a été confondu comme les connaissances du sens un peu culturel. Ce qui illustre une sorte de désorganisation cognitive légère. En termes d'occupation, il ne fait plus aucune activité régulière à l'extérieur de chez lui, ni structurée à domicile. La seule chose dans laquelle il arrive à s'engager, c'est des jeux en ligne, la nuit. Du coup, il a un rythme de vie qui est complètement inversé. Il dort toute la journée, il se réveille vers 15 heures et il doit se connecter en ligne pour pouvoir rester en ligne et jouer avec des personnes en ligne. Il exprime néanmoins le souhait de changer, notamment de sortir davantage, de retravailler un jour. Il garde un bon souvenir de son expérience dans la livraison, mais il a identifié la nécessité de d'abord stabiliser ses troubles. J'ai pas fait de diapo du coup pour l'évaluation, mais je peux un peu vous expliquer les évaluations que j'ai pu faire avec Raphaël. Donc, il a été très difficile d'accompagner Raphaël pour qu'il puisse élaborer quelque chose. Donc, les premières séances, c'était vraiment de la discussion avec des cartes de Dixit, où l'idée, c'était, il arrive juste à m'expliquer comment il se sent, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et c'est à ce moment-là où il a pu prendre des cartes où il explique il y a un bonhomme qui est enchaîné. Il explique c'est comme ça que je me sens quand je suis chez moi. Il y a des moments où je suis complètement paralysée et je ne sais pas ce qui se passe. Et ce jeune, il liait toutes ses difficultés corporelles à son deuxième accident de la voie publique. Et il pensait que comme à son premier accident, comme la récupération de l'atteinte du nerf radial, toutes ces difficultés allaient également partir. Donc, en fait, ce jeune attendait pendant 3 ans que tout ça va s'arrêter et que ça va partir. Donc, c'est quand on a fait une évaluation somatique assez détaillée pour voir s'il y avait vraiment une atteinte au niveau nerveux ou une limitation au niveau articulaire ou musculaire. Et on a rien trouvé comme limitation. Et c'est à ce moment-là où, en utilisant des supports visuels, où le jeune a pu nous décrire qu'est-ce qu'il sent. Et on a pu comprendre finalement qu'en fait, ce sont plus des symptômes positifs qui sont encore présents. Le jeune, à ce moment-là, était sous un traitement oral. Et il avait du mal à prendre son traitement régulièrement. Il oubliait assez régulièrement. Du coup, à l'issue de cette première partie d'évaluation où en ergo, on a pu constater que, en fait, les symptômes positifs sont encore très, très présents.
on a pu mettre en place un traitement injectable. Et depuis, le jeune a de moins en moins cette impression d'être emprisonné dans son corps, de ne plus pouvoir bouger, d'avoir des sensations de paralysie, donc les hallucinations kinesthésiques. Ils sont encore présents, mais de moins en moins. Et aussi, également, un anxiolytique a été mis en place. Donc après cette période d'évaluation un peu orale pour comprendre ce qu'il veut, ce jeune, on a fait un ELADEB avec ce jeune également, du coup, pareil, avec l'idée d'utiliser un support très visuel, très concret, pour comprendre où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce qu'il y a besoin d'évolution, et qu'est-ce qui peut être cette besoin d'aide, qui peut apporter cette aide. Et du coup, c'est après cet entretien où on a pu dégager quelques axes de travail. Donc, soutenir soutenir l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne en structurant des routines. Donc, un des trucs que ce jeune amène, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il a aucune routine. Il doit retourner au travail, mais vu qu'il se réveille à 15 heures, à 16 heures tous les jours, c'est impossible. Donc, il aimerait avoir une routine, mais en fait, quand il se réveille tôt le matin, il ne sait pas quoi faire de sa journée. Donc, on est en train de travailler vraiment sur qu'est-ce que je peux faire, dans quelles activités je peux m'engager. Là, une des choses qui sont ressorties dans les derniers entretiens, c'est la reprise du sport, reprise d'aider un peu sa mère dans les tâches ménagères, par exemple, de peut-être refaire des activités dans la cuisine pour cuisiner des choses vraiment qui lui font plaisir, pas cuisiner tous les jours, mais vraiment des choses qui peuvent lui faire plaisir. Donc, on est en train de travailler sur cet axe-là. Donc, c'est aussi par là où on travaille un peu la gestion du temps, l'implication dans les activités domestiques, l'alimentation. Et l'idée, c'est progressivement aller petit à petit vers l'extérieur, dans les situations sociales. En plus de l'accompagnement en ergothérapie, ce jeune bénéficie d'un accompagnement par ma collègue psychologue qui est spécialisée dans les TCC. Et elle, du coup, son objectif va être de vraiment aider ce jeune à repérer quelles sont les situations d'anxiété sociale, quels sont les blocages, quelles sont les pensées automatiques négatives liées, et quelles stratégies vont pouvoir l'aider enfin pour qu'il puisse réussir à de nouveau reprendre une vie active. Donc, malgré toutes ces freins, Raphaël montre une dynamique motivationnelle présente avec des capacités qui sont plutôt préservées et un entourage qui est aussi très soutenant. Merci. Merci beaucoup, Tasnim. Je vois qu'il y a Est-ce que, plein de questions, peut-être. ce que je propose, c'est que tu puisses peut-être départager ton PowerPoint. Oui. Et puis, et voilà. Et donc, du coup, euh, s'il y a des questions, ce que je vous propose, ou une envie de réagir ou d'interagir, c'est d'utiliser la main levée, en fait, pour qu'on puisse un peu réguler les échanges. Moi, j'avais une question, Tasnim, pour commencer, en fait, c'est comment... enfin, l'idée, c'est que pour l'instant, quand même, ces jeunes-là, qui sont à risque, on commence leur prise en charge quand même. À un moment, ils sont orientés vers le soin. Il n'y a pas encore un peu de protocole, un peu dès l'école pour pouvoir les détecter. C'est pas Ça se encore met, développé. ça se met en place petit à petit. Donc, notre service a un partenariat, une convention signée avec l'Université Lyon 1, D'accord. les CSU de Lyon 1. Et du coup, par exemple, la médecin psychiatre ou les internes vont faire des permanences à Lyon 1. À Lyon 1, il y a des infirmières également qui sont formées dans cette approche-là, les infirmières case managers. Et du coup, dès les premières, quand ils sont encore dans le stage 0 ou 1, où il y a des petites difficultés, bah, ils repèrent assez vite ces jeunes-là. Euh, et dans le cas où ces difficultés deviennent plus importantes, les jeunes sont rapidement orientés vers la médecine psychiatre ou notre dispositif et ils sont assez rapidement pris en charge. Du coup, c'est des choses
qui se met en place petit à petit. Une des alors le service Covision, donc la partie des CHR, nous a rejoint le service PEP depuis le début de cette année, mais une des missions principales, c'est aussi de faire la prévention. On est en discussion avec l'éducation nationale, mais du coup au niveau Rhône, pour aussi pouvoir faire des liens, pour comprendre quelle aide ils auraient besoin. Ils nous ont fait une demande pour qu'on puisse intervenir pour le moment auprès des infirmières scolaires, pour les former aussi aux détections précoces, et éventuellement plus tard aussi pour les profs au collège-lycée. Donc c'est des choses qui bougent petit à petit. On y arrive. C'est super chouette. C'est super chouette. Du coup, est-ce que les formations premiers soins en santé mentale, en fait, c'est un dispositif qui se développe pour former un peu les infirmières scolaires, les enseignants ou... Euh, alors, l'hôpital Dinaté déploie déjà les formations PSSM et t'as le PSSM et jeunes aussi. Donc ça, ce sont des formations qui sont ouvertes vraiment à tout le monde, soignants, non soignants. Mais en plus de ça, l'idée de Covision et notre structure d'intervention précoce, c'est de aller dans les différentes. Alors on va peut-être pas pouvoir y aller partout, mais dans les endroits vraiment cibles où on peut rencontrer le plus grand nombre pour pouvoir les sensibiliser. Dernièrement, sur le village de la santé mentale, pareil, on a été sollicité et on a pu animer auprès des collégiens et des lycéens des temps pour venir casser un peu les mythes sur la santé mentale, qu'est-ce que la schizophrénie, qu'est-ce que les hallucinations, qu'est-ce que l'idée d'avoir un quotidien bien équilibré, quels sont les piliers de la santé mentale. Donc, ce sont des petites discussions qu'on a pu avoir avec ces jeunes-là pendant ces journées. C'était un moment vraiment chouette et ça permettait assez bien de voir malgré tout ce que moi, je trouve qu'on en fait quand même beaucoup de choses, mais en fait, quand on regarde au niveau grand public, ça n'est pas du tout suffisant aujourd'hui. Et du coup, quand j'étais en interaction avec ces jeunes-là, qui sont partis du grand public, ils avaient encore tellement de stigmatisation, de ne pas parler de la santé mentale, que les jeunes qui expliquent encore, bah, la santé mentale, c'est des fous, quoi. Hmm, Euh, pourquoi est-ce qu'on en parle? Venir casser ces petites limites, c'était assez intéressant. ok, Il y a Amélie qui a levé Merci. la Oui. main. Amélie, tu veux poser une question? Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'intervention. Donc moi, je suis ergo sur un centre de dépistage précoce aussi, mais sur Dole, et du coup sur une création de poste depuis l'année dernière. Et du coup, Ok. ma question, c'était par rapport à l'entourage familial. Comment vous interveniez auprès d'eux, enfin, s'il y avait les programmes de TP spécifiques que vous utilisiez, enfin, vraiment, quelle approche vous aviez avec les familles, parce que on est en recherche en ce moment, enfin, surtout moi, de, de réponses à ce sujet. Voilà. Du coup, je vais parler encore de services séparément. Du côté sexe, il y a un programme d'OTP qui s'appelle Sexe Aidant, qui permet du coup d'accompagner les parents dans l'acceptation déjà pour les apprendre à connaître les difficultés que le jeune va vivre, Hmm. pour les apprendre à cibler ces difficultés, euh, pour un petit peu apprendre aussi à gérer qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place de leur côté et les ouvrir aussi vers d'autres associations, d'autres structures euh, des aidants, d'aide aux aidants. Ok. Donc ça, c'est du côté test qui est présent. Du côté CHR, UHR, on n'a pas vraiment de programme d'intervention aujourd'hui, mais les familles font intégralement partie de la prise en charge, tout en sachant que comme c'est du côté CHR, ça commence à partir de 16 ans. Donc c'est encore les mineurs et on est obligé d'avoir les familles présentes avec nous. Donc les familles participent aux entretiens. Dans mes entretiens ergo, j'essaye de laisser toute une place aux parents pour la côté évaluation
Mais j'aime aussi beaucoup accueillir les besoins et les problématiques que le jeune vit. Donc voilà, après, c'est tout un aménagement quand les parents sont là, de les inclure dans les restitutions, Mm. quand les parents sont présents également, quand je fais de la rémédiation cognitive, quand on travaille sur certaines stratégies, bah, je demande aussi aux jeunes de ramener ces informations aux parents pour que les parents puissent les aider à mettre en place dans le quotidien. Ok. Mais mon idée, c'est vraiment, moi, en tant qu'ergo, je passe beaucoup par le jeune. Parce que l'objectif, c'est de lui rendre l'autonomie, de le rendre acteur de sa prise en charge. Donc, moi, j'aime beaucoup demander aux jeunes d'inclure ses parents dans l'accompagnement de la manière où ils souhaitent. Et quand c'est des jeunes mineurs encore, dans ce cadre-là, je vais demander aux jeunes et je vais, de mon côté, aussi faire un mail pour informer les parents où on en est dans la prise en charge. Ok. Merci. J'espère avoir répondu à ta demande. Oui, 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 merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une réaction? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question, hein. Vous pouvez aussi simplement partager quelque chose de votre pratique à vous. Il n'y a pas le programme Léo qui est à destination particulièrement des familles? Je me trompe ou... Oui, mais Si. Léo et il y en a un autre aussi, bref, ce sont plus pour des personnes, pour des aidants qui ont dans leur famille des personnes avec un trouble psychique avéré. D'accord. Hmm, Pas un premier épisode psychotique ou pas CH. hmm, ok. Elsa a levé la main. Oui, je sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Ouais. Merci pour l'intervention. Je suis désolée, moi j'ai pas du tout compris où est-ce que vous travaillez en fait. Est-ce que c'est accolé à un CMP ou avec des CMPP ou c'est des parce Euh, que c'est des centres de dépistage précoce en fait. C'est quoi comme structure? c'est une structure complètement à part. C'est un peu comme une équipe mobile. Ça s'appelle PEP Solution, qui est au sein, alors, on n'est pas au sein de l'hôpital Dinaté, on est en ville, mais c'est rattaché à l'hôpital Dinaté. Et Ok, l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment avoir un jeune qui a soit un premier épisode psychotique, soit il y a Auré, et de l'accompagner sur 2 ans ou 3 ans en fonction de là où il est, avec un accompagnement qui va être bien plus cadrant et soutenant qu'un accompagnement qui peut avoir un CMP. Et par exemple, les jeunes qu'on suit à PEP, donc qui ont eu un premier épisode psychotique, ce sont des jeunes qui vont ensuite, s'il y a besoin encore, être orientés vers un CMP. d'accord. En fait, ouais, d'accord. C'est plutôt comme une équipe mobile. Mais donc, vous allez chez les gens ou c'est eux qui. On va chez les gens et on a aussi nos bureaux et nos locaux, donc ils viennent aussi chez nous. D'accord. Ok, ok. Ça marche. Merci. Je connaissais pas. Il n'y en a pas beaucoup de centres d'intervention précoce en France. Je crois que c'est ce que je disais, il me semble qu'il y en a une dizaine, si je ne me trompe pas. Euh, et ça se développe de plus en plus. À Lyon, maintenant, il y en a euh, deux, du coup, nous, et à Saint-Jean-de-Luz. Ok. Merci. Alors, il y a Florence qui a levé la main. Du coup, Tasmine, est-ce que tu sais si par exemple il y a une volonté du côté de la RS de soutenir ce type de structure dans lequel tu es justement? Est-ce qu'il y a une volonté comme ça d'aller sur l'intervention précoce, la détection précoce? Tout T'as à une fait. idée? Ouais. Oui, oui. Alors, il y a deux choses. Notre structure, il a bénéficié d'un financement SIOP. Je me rappelle plus exactement ce que ça veut dire. Fonds d'innovation en psychiatrie, je crois, un truc comme ça. Du coup, c'est pas seulement notre structure, mais c'est tous les centres d'intervention précoce de Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et du coup, c'est la l'ARS qui nous donne des fonds, une partie des fonds pour pouvoir faire fonctionner cette structure. Il y a certains collègues qui sont également, il y a eu des ouvertures de postes pour certains collègues, donc par exemple la deuxième neuropsychologue, qui sont sur ces fonds-là. Donc l'ARS nous soutient sur ce point de vue-là. Et deuxièmement,
le nouveau projet d'établissement de l'hôpital du Naquet, il y a tout un volet sur la création d'un pôle transition, parce que nous qui travaillons avec les jeunes adultes et un petit peu avec les ados également, on se rend compte que euh, pardon, j'étais en train de lire un commentaire et je me suis perdue. En fait, nous qui sommes dans cette structure, de coup, on se rend compte qu'en fait, ces jeunes-là, euh, c'est ni de la psychiatrie pédophilie, ni de la psychiatrie côté adulte. C'est tout un autre accompagnement et l'accompagnement est assez important d'une manière assez rapide pour éviter que les troubles deviennent chroniques. Du coup, il y a l'idée de créer un pôle transition où on pourrait donc accompagner les jeunes avec des fragilités psychiques ou un premier épisode ou cliniquement à Oran. Ok. C'est assez réjouissant quand même. Oui, mais c'est quand même très lent et très fatigant comme travail. On fait un Bah, pas en avant et deux pas en arrière. ouais. Oui, mais ça avance quand même. Oui, Enfin, tout à fait. je comprends, et c'est tout à l'honneur de ton équipe et de toutes les équipes, mais ça avance. Si on pouvait effectivement, voilà, se bouger un petit peu les fesses avant que les gens tombent vraiment gravement malades avec des troubles un peu invalidants, ou après les perspectives Oui, de rétablissement sont quand même possibles, mais quand même un peu plus compliquées, c'est top, quoi. oui, Elsa, oui. C'est... du coup. Oui, pardon, Tasnim, excuse-moi. Non, c'est bon. Si je comprends bien, l'idée, c'est d'éviter les hospitalisations de cette population-là. Et donc, sur 2, 3 ans, il est soutenu par la même équipe donc du PEPS, c'est ça? Un peu ce que faisaient Oui. avant les CMP de secteur, mais qui n'ont plus aujourd'hui les moyens de le faire. Moi, je suis assez nouvelle en psychiatrie. Je travaille en psychiatrie que depuis 4 5 ans. Donc, je ne sais pas ce que faisaient les CMP du secteur avant. Mais là, l'idée, c'est vraiment, en fait, il y a une personne qui est référente du jeune, c'est le case manager, qui va suivre cette personne pendant 3 ans ou 2 ans. 2 ans quand c'est co-vision et 3 ans quand c'est PEP. Parce que, D'accord. Il y a une voilà. personne qui est en relation sur le moyen terme avec le patient, quoi. Tout à fait. Et cette personne va être un peu le pivot central pour coordonner tous les soins, pour voir aussi, on a des réunions cliniques hebdomadaires, donc on en discute assez régulièrement de toutes les jeunes. Donc l'équipe est toujours présente autour, mais c'est vraiment cette personne qui va être centrale dans l'accompagnement du jeune. Et s'il y a une hospitalisation, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes toujours en lien ou... Oui, et j'ai oublié du coup en parler. Notre structure depuis l'année dernière, il me semble, ça fait à peu près un an et demi. On a un service PEP en intra-hospitalier. Du coup, les jeunes qui sont accompagnés par le service PEP en extra-hospitalier, et s'il y a un hospice, on essaye que ça soit un hospice programmé où le jeune comprend l'intérêt et que ça soit pas quelque chose de traumatisant pour lui. Que l'hospice soit court également. Et pareil, de la même manière que les slides que je vous ai montrés sur le Headspace en Australie, le lieu est aménagé d'une manière assez déstigmatisante. Euh, donc voilà, donc il y a cette possibilité d'avoir un lit en intra-hospitalier à peine. Il y a également certaines fois les jeunes qui peuvent venir d'autres endroits, d'autres urgences, et qui se retrouveront du coup aux urgences de l'hôpital Vinatier. Et du moment où c'est acté que c'est un premier épisode psychotique, s'il y a de la place, bah, ils peuvent être basculés dans le service de place centrale. Et dans le cas où il n'y a pas de place, les case managers restent toujours en lien avec le médecin de l'infra et du coup, il va continuer à aller visiter le jeune en infra. Et Un donc des objectifs, Florence a pardon. levé la main. Oui, c'était un peu, je sais pas, j'avais envie de le dire un peu, c'est peut-être un peu brut de décoffrage, mais l'idée quand même de ces dispositifs d'intervention précoce, c'est quand même d'éviter que la maladie s'installe
et d'éviter en fait finalement autant que possible, hein, on n'est pas non plus des magiciens, mais que ces jeunes aient besoin d'un secteur psy après, quoi. Que peut-être un suivi avec un psychiatre libéral, ce soit suffisant. On est Si- même si- à se dire qu'il n'y a peut-être pas besoin du tout de suivi. Et parfois, un médecin généraliste peut être suffisant. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment outiller ce jeune un max possible pour éviter les rechutes. Et dans le cas où on arrête aux 3 ans, on est aussi en train de réfléchir. Et en fait, ce sont des choses qui arrivent tardivement, encore une fois, en France. Mais par exemple, en Australie, dès l'instauration du traitement, on va réfléchir à quand est-ce qu'on arrête ce traitement. Mm. Donc, l'idée n'est pas du tout de dire qu'il faut prendre à vie, comme on peut dire Mm. pour les troubles plutôt chroniques. Donc là, il y a certains jeunes qui ne veulent pas ce traitement dès le début. Et malgré ça, on va continuer à les accompagner pendant les 3 ans pour trouver d'autres stratégies, d'autres astuces pour les accompagner, pour stabiliser et pour éviter des Mm. rechutes. Mm. Mm. Et- Oui, donc vraiment Alors, l'idée c'est de se battre très très vite, très très fort pour que la maladie elle n'ait pas la Oui, place de s'installer, quoi. tout à fait. mm. Donc là, c'est Muriel qui a levé la main. Donc j'ai entendu, comme je suis une fan de Dixit inconditionnel, j'ai entendu que, parce que j'ai bien entendu tous les bilans dont tu parlais. Moi, je n'utilisais pas de choses comme ça, mais j'ai jamais bossé sur des choses précoces comme ça et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais j'ai trouvé super intéressant que tu nous expliques le processus, mais que tu dises aussi, bah voilà, à un moment donné, si on n'en est pas là et si la personne elle a besoin un peu d'être dans un travail sur ses représentations de ce qu'elle vit, que tu utilises Dixit, j'ai trouvé ça super parce que ça a amené une autre dimension. Et il y a aussi une phrase, moi, qui m'a un petit peu, qui a retenu mon attention à un moment donné. Tu parlais de lever les freins, qui était au niveau des troubles psychiques. Voilà, qui étaient comment lever les freins, comment toi tu imagines ça, lever les freins qui sont liés aux troubles psychiques, anxiété, angoisse, etc. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que tu l'as pas développé. En fait, il y a beaucoup de, déjà, là, il y a beaucoup de stigmatisation encore présente chez ces jeunes-là. Donc, l'acceptation que j'ai un trouble psychique, ou encore de se rendre compte. Dans le cas, par exemple, de Raphaël, il a fallu plusieurs séances qu'il prenne conscience et qu'il accepte qu'en fait, ce qu'il vit aujourd'hui, ça n'a rien en soi neurologique, ça n'a rien d'associé avec l'accident de la voie publique, mais ce sont purement les symptômes positifs de la psychose. Et s'il attend et il espère que ça va s'en aller complètement, comme les difficultés au niveau de la nerf radiale avant, bah en fait non, ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être que les traitements vont agir suffisamment pour que ça s'arrête, peut-être pas, et il va y avoir éventuellement phase de apprendre à vivre avec. Donc après, il y a plus la psychologue TCC qui va intervenir sur cette point de vue-là. Il y a également des fois sur la question de gestion de l'anxiété. Je fais jamais des séances autour de la gestion de l'anxiété. Mais la gestion de l'anxiété, elle en fait concrètement partie des séances quotidiennes avec les jeunes. Parce que tant qu'on n'arrive pas à gérer l'anxiété, que ce soit l'anxiété de performance, ou l'anxiété que ça va être un échec, je ne vais jamais y arriver, tant qu'on n'arrive pas à parler de tout ça, c'est impossible d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment des choses qui font un petit peu partie de l'accompagnement global, sans forcément dire qu'aujourd'hui, on va travailler la gestion de l'anxiété, on va faire pleine conscience ou de la respiration. Mm. Mm. J'aime beaucoup. Merci, Tasnim. Je crois Gaëlle, que Gaëlle voulait parler, oui. je crois elle voulait parler, ouais. Et salut. Alors, en fait, à Bordeaux, dans mon hôpital, Charles Perrin, on a un service comme ça de dépistage qui est en lien aussi avec les universités et qui est Oui, parti sur la base historique, en fait, des phénomènes au Japon, des adolescents ou des jeunes adultes qui restent des années enfermés dans leur chambre. oui. Dans le dépistage, en fait, au Japon, on est parti sur le signalement des familles où les familles pouvaient joindre justement les équipes mobiles de psychiatrie. Chez nous, on a soit un appel où ils peuvent aller voir les urgences pour déclencher justement cette prise en charge qui,
qui est assez bénéfique justement. Et je me posais la question, vous, comment les orientations, comment elles étaient faites en fait? Qui vous faisait les orientations de ces jeunes qui présentent les premiers signes d'un épisode psychotique? Quand il y a les premiers signes d'épisodes psychotiques, donc ça rentre déjà du côté premier épisode psychotique, ce sont les jeunes qui sont souvent orientés il y a les médecins psychiatres, il y a les médecins du terrain, donc les médecins traitants, je veux dire. Il y a les autres structures, tous les différentes urgences qui sont autour de l'hôpital Vinati, qui nous orientent aussi. PEC, ce service a commencé depuis, je crois que ça fait 5, 6 ans qu'il est là. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même relativement fluide. Dès qu'il y a un PEC, c'est assez bien repéré et c'est assez rapidement orienté vers nous ou notre service de PEC qui est à Saint-Jean-de-Luz. Mais initialement, il me semble, avant que moi je fasse partie de cette équipe, ils ont dû faire un grand travail sur le partenariat, sur l'explication de ce que c'est un PEP aux médecins traitants, l'explication de ce que c'est un PEP aux intervenants libéraux. Il y a eu des journées portes ouvertes. Il me semble qu'il y a aussi des webinaires et des formations qui sont faites, des formations en cours pour du coup notamment pouvoir aider ces personnes à comprendre qu'est-ce qu'un PEP et pourquoi, en quoi ça peut être différent d'un accompagnement classique de la réalité. Et du côté Covision, ce sont des trucs qu'on est en train de travailler encore. D'accord. Alors nous, on a eu des Euh, difficultés de partenariat avec l'université, parce que la médecine de santé, l'université avait du mal à comprendre comment un hôpital psy pouvait intervenir auprès des étudiants qui prenaient en Oui. charge. Comment vous avez réussi à vous positionner par rapport à ça? Je pense que c'est grâce à notre chef de service, professeur Alvar, qui, lui, il donne les cours dans l'université. Et du coup, je pense que ce qui a beaucoup facilité cette vision-là. Et on a dit qu'il a du coup aussi fait toute un moment donné pour son internat, je crois qu'il a fait il a dû passer 2 ans au Québec. Et du coup, il est vachement inspiré aussi de cette philosophie et ça me tenait vraiment à cœur de le mettre en place en France et de l'emmener à Lyon. Du coup, je pense qu'il y avait il avait beaucoup plus d'expérience et le fait qu'il soit à l'université ont quand même pas mal facilité euh, les partenariats. D'accord. Ok, merci. Elsa? Elsa, tu as levé la Ouais, du main. coup, je voulais savoir s'il y avait, grosso modo, quelle était la file active et s'il y avait beaucoup de délais d'attente ou comment ça se passe pour un jeune qui veut intégrer ce programme. Euh, L'idée, quand un jeune contacte le service, l'idée c'est qu'il soit recontacté dans les 72 heures qui suivent. Ok, Euh, En fait, ce sont tous ces protocoles qui viennent du coup du programme que je vous ai parlé au début de Patrick Magory. Et en fait, on dit que plus on va prendre le temps de contacter le jeune, moins ça va faciliter l'accrochage du jeune au soin. Il y a aussi le côté où on veut vraiment que le jeune accroche le soin par n'importe quel moyen. S'il accroche le soin parce qu'il veut l'assistance sociale et parce qu'il veut son âge, bah, c'est pas grave, dans un premier temps, il accroche le soin par ça. Donc c'est vraiment ça. En termes de fil actif, dans les recommandations, encore une fois, un case manager doit avoir entre 15 et 20 jeunes à suivre. Nos case managers ont entre 20, 25, des fois jusqu'à 30 jeunes euh, à suivre parce que du coup, on n'a pas suffisamment de fonds qui suivent derrière. Mais la répartition est aussi faite en fonction il y a certains case managers qui ont des jeunes qui sont entre le troisième année d'accompagnement, qui ont besoin de moins d'attention, ou qui sont un peu perdus de vue. Et d'autres, du coup, dans ce cas-là, ils vont plus prendre des nouveaux jeunes qui arrivent, qui ont besoin de d'être plus soutenus et d'accompagner de plus près. ok. Euh, une question, Tasnim. Moi, j'ai absolument pas bossé avec les case managers. On en entend parler de plus en plus. Il y a un Oui, ergothérapeute là, qui a lancé un groupe de case managers pour qu'ils puissent échanger entre eux. oui, je l'ai Quand tu connu. parles,
Voilà, oui, quand tu parles de 20 jeunes, parce que moi j'ai entendu, je vais un peu sur leur groupe, je papote un peu, mais pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais quand tu parles de 20 jeunes, il y a des case managers qui disent qu'ils font que ça, être case manager, et d'autres qui font qui bossent aussi. Enfin, j'ai bien compris que c'était pas la personne qui faisait les soins qui était case manager, mais est-ce qu'ils ne font que ça? Parce que ça, moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce que, voilà, comment ça se passe pour vous? Et ben, l'idée vraiment, c'est que le case manager, il ne fait que ça. Il ne tient pas sa casquette initiale de ni éducateur, ni infirmier. Sauf, comme on est quand même une équipe mobile et comme il y a quand même des injections, euh, il y a la nappe du coup. Donc, les collègues qui sont infirmiers vont quand même continuer à assurer juste cette fonction d'infirmier, euh, de pouvoir faire l'injection du jeune, qu'il soit son case manager ou pas. C'est programmé d'une manière quand il y a un jeune qui vient sur le service, bah, l'infirmière qui est disponible va aller lui faire son injection. Donc, en fait, c'est quand même assez friendly. Les jeunes connaissent à peu près tous les case managers, tous les différents case managers et sont plus ou moins en lien avec. Euh, donc, en fait, l'idée vraiment du case manager, c'est que le case manager soit juste case manager. Il va vraiment faire le travail de coordination, d'accompagnement. Mais Mm. en effet, quand je suis sur le terrain, ce sont des choses qui sont un peu des fois difficiles en tant qu'ergo et du coup, on a envie de les faire bouger. Euh, Ce qui se passe souvent, c'est que les case managers, du coup, au-delà de la coordination, vont commencer à s'investir un peu plus dans l'accompagnement. Parce que du coup, l'accroche s'est fait, il y a le besoin, etc. Et des fois, du coup, il y a des glissements de tâches qui se font. Et on arrive à 1 an et demi, 2 ans d'accompagnement où on se rend compte que les case managers avaient essayé tout seuls à ramer dans la prise en charge et pensaient bien le faire. Et je trouve qu'ils le font déjà un boulot très formidable. Euh, mais le fait qu'on n'ait pas parlé en équipe, on n'a pas vraiment évoqué du côté pluridisciplinaire, avec le jeune, il n'a pas pu profiter de peut-être un accompagnement, une évaluation neuropsychologue ou peut-être un accompagnement par une assistante sociale. Encore, assistante sociale, je pense qu'on arrive à assez bien repérer. Bilan neuropsy aussi, ça se passe plutôt pas mal. Mais la place de l'ergo, moi, je suis à temps plein que depuis janvier. J'étais dans ce service à mi-temps pendant 2 ans avant, et là, depuis janvier, je suis à temps plein, et du coup, ça reste quand même encore difficile d'identifier où est-ce que l'ergo intervient, parce que du coup, les champs où les herbes, on peut intervenir, c'est quand même assez vaste. Donc, ça reste quand même assez difficile pour les case managers. Il y a encore des collègues qui vont me dire, ah bon, tu l'accompagnes vers l'emploi? Oui, ça fait partie de ses activités de l'année quotidienne. Du coup, oui, je peux l'accompagner vers l'emploi. Tu fais pas juste les courses avec Ouais, lui? moi, Non. je t'entends plus du tout. Allô? Amélie a levé la main. Oui, mais c'était pour rebondir par rapport au case manager, parce qu'on a une collègue, nous, infirmière, qui est formée à ça, mais par contre, nous, en fait, du coup, les autres collègues se considèrent aussi case manager quelque part, mais nous, ils suivent en fait principalement certains jeunes qui sont en soins, mais par contre, ils coordonnent et en même temps, ils proposent aussi des soins. Enfin, du coup, ils font pas que la coordination, en tout cas chez nous. Voilà. Enfin, c'était pour Oui, mais rebondir là-dessus. d'accord. Oui, mais est-ce qu'ils proposent ils proposent pas des soins aux personnes qu'ils ont en case management, si? Si, si, si. Nous, par exemple, toute la partie relaxation, bien-être, enfin cohérence cardiaque, etc. Ça, ils font. Ils peuvent faire des accompagnements aussi. Alors, moi, j'étais encore pas arrivée, mais même depuis que je suis arrivée, c'est d'où ma difficulté parfois à trouver ma place au milieu aussi. Mm. C'est qu'ils font aussi des accompagnements sur les activités de vie quotidienne. Enfin, en fait, ils Mm. participent à la coordination et en même temps au suivi, enfin, du jeune. Alors après, enfin, il y a moi du coup, je suis toute seule en tant qu'ergo. Il y a une neuropsy, assistante sociale aussi, et une prof APA. Du coup, on est appelé à intervenir, mais c'est vrai que on a parfois du mal alors la prof APA à identifier, l'assistante sociale aussi, la neuropsy est surtout sur les bilans, mais aimerait faire aussi autre chose que des bilans auprès des jeunes. Voilà, on essaie, on est en recherche d'organisation, en tout cas pour les
autres professions. Et du coup, ma question là par rapport à toi, Tasnim, c'est t'interviens sur chaque prise en charge en fait dans les évaluations ou c'est vraiment ponctuel à la demande de l'équipe? Non, non, je ne pourrai jamais intervenir sur chaque prise en charge parce que ma phylactise a fait, je crois, en- il y a à peu près 20 case managers, 15-20 case managers, Ah et oui, chacun a 25 personnes. Donc, ça serait impossible que j'intervienne partout. ok, Euh, Moi, ma phylactive est également entre 16 et 20 jeunes, en fonction des différentes sortes de suivi. ouais, Euh, et en fait, je rencontre au-delà de moi, les collègues neuropsychologues, les collègues enseignants TAPA, on rencontre tous les mêmes difficultés. C'est encore difficile quand on soit repéré. ouais, Mais c'est des choses qui améliorent petit à petit parce qu'en fait, on se rend compte euh, que si on veut profiter vraiment de l'accompagnement précoce et un accompagnement complet et global, il est vraiment important d'agir tôt, mais sur toutes les sphères donc, du quotidien, c'est toutes les différents endroits et pas que au niveau du soin, pas que l'adhésion au traitement, pas que la relaxation. Les collective managers, elles animent des groupes, en effet, mais elles n'ont pas, il y en a, je crois qu'il y en a encore quelques collègues qui font les accompagnements individuels dans les activités de la vie quotidienne, mais la plupart d'entre elles, soit elles animent des groupes de psychoéducation, euh, soit il y a la coordination classique. ok. D'accord. Mais vous, oui, c'est un peu Mais plus gros sang de vous. Enfin, voilà, nous, Adol, c'est oui. petit. Donc, ok, merci. Il nous reste, si on veut être très très strict sur le temps, 4 minutes pour conclure peut-être, pour les dernières questions, pour les derniers échanges, pour les derniers partages, Une dernière question. pour le mot de la fin, pour le mot de l'ouverture, pour le mot de l'espoir, Moi, je voulais juste, tout à l'heure, Tasnim, tu disais que donc il y a une proportion de personnes qui arrivent à comme ça se rétablir et puis après ils retrouvent, on va dire, un équilibre dans la cité, etc. Et une proportion de personnes qui sont un peu perdues de vue, quoi, qui et celles-là, comment vous les avez toujours en soins après au Vinatier ou vous les avez perdues Euh, euh, non, vraiment? en fait, là, je me suis un petit peu mal exprimée. Peut-être il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont perdus de vue. Ok. Ils sont plus, alors, soit ils arrivent à stabiliser en effet au bout des 2 ou 3 ans, et dans ce cas-là, on arrête pas tout l'accompagnement tout en expliquant aux jeunes qu'il y a une fragilité psychique et il y a besoin d'être resté vigilant. Soit il y a un diagnostic d'un trouble chronique qui va se poser, schizophrénie, bipolaire, autre chose. Et dans ce cas-là, on va l'orienter vers les dispositifs plus adaptés. Euh, il y a un accompagnement par le CMP qui est plus ou moins obligatoire dans ce cadre-là, ou un psychiatre libéral si le jeune ne souhaite vraiment pas aller vers le CMP. Et alors, quand il y a d'autres comorbidités, il y a aussi d'autres indications qui sont faites, un accompagnement vers un dispositif TSA ou un dispositif de trouble borderline pour qu'ils puissent avoir de la psychoéducation donc, qui est vraiment en lien avec la pathologie. Et un D'accord. accompagnement éventuellement psychologue ou autre chose, mais qui soit plus spécialisé pour leur donner des outils et les rendre plus autonomes de leur prise en charge. Ok, ça marche. Bon, merci en tout cas beaucoup pour... vraiment, j'ai appris plein de choses ce soir. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Bah, tu viens de nous faire une belle conclusion, Elsa, pour remercier Tasnim, parce qu'effectivement, c'était très, très, très riche. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été présents. Alors, je suis chargée de vous parler rapidement du prochain webinaire, parce qu'on n'a pas encore tout ce qui va être proposé. C'est Margarida Roxo qui va nous faire quelque chose sur l'interoception, qui est reconnu comme le huitième système sensoriel, qui établit une connexion bidirectionnelle entre le corps et le cerveau.
Donc, elle est vraiment centrée sur bon, c'est du côté des neurosciences et de la psychoéducation. Et elle va nous parler donc de ce huitième système sensoriel. Donc, moi, je suis impatiente. Voilà, bah écoutez, en tout Donc cas, on vous remercie vraiment de... 29, juste pardon, Mireille, excuse-moi, 29 septembre, et vous en serez informé par les réseaux. Hmm. Et si vous êtes ami ou membre du GRES, par la newsletter et le mailing list. Et n'hésitez pas à diffuser à vos amis. Et une dernière chose, si vous souhaitez vous proposer un webinaire, vous n'hésitez pas aussi. Pour le moment, c'était bimensuel, il y a l'interruption de l'été, mais il est possible que ça passe à une fréquence plus importante si on a des propositions d'intervention sur tous les sujets de santé mentale qui vous intéressent.